Bonjour à tous. Avant de passer la main à Johanna, je voulais juste dire un petit mot. On a deux invités qui malheureusement n'ont pas pu venir. Le Covid est encore parmi nous et donc si elles sont en ligne, je fais un petit coucou à Pauline Dircom d'Eramet et à Véronique Dubois, la Dircom de l'APEC. Et bon courage pour l'une comme pour l'autre. Johanna, je te laisse introduire ce talk. Bien, bonsoir à tous et merci de participer à ce talk. On est très content de pouvoir enfin le conduire parce que la réalité de ce talk, c'est que ça fait à peu près 6 mois qu'on essaye de le mettre en place et qu'à la faveur de confinement, de télétravail, enfin bref, on a eu beaucoup de mal. Donc, on est très heureux de vous retrouver ce soir avec un plateau, certes, divisé par deux, mais n'en demeure pas moins une qualité exceptionnelle des intervenants qui sont présents. Alors, également présent avec nous, Antonin Boudet, parce que c'est l'angle qu'on a voulu donner à ce talk. Interroger finalement les enjeux de la communication de demain, c'est aussi s'intéresser aux futurs communicants, parce qu'a priori, ce sont eux qui vont porter tout ou partie des enjeux de la com de demain. Il me semblait intéressant qu'un étudiant soit présent parmi nous. Et Antonin Boudet, qui est donc en alternance au ministère de l'Intérieur, a accepté de relever le challenge et de porter la parole de la population estudiantine. Donc, on le remercie. On va rentrer tout de suite dans le cadre du sujet et on va interroger les DIRCOM qui sont présents sur comment ils ont vécu. Alors, j'allais dire la période qui s'est conclue, mais elle n'est pas tout à fait conclue en réalité. Mais en réalité, on a quand même des enseignements qu'on peut déjà tirer et c'est là-dessus qu'on va s'attacher ce soir. Alors, Bertrand, donc DIRCOM de Bouygues Bâtiment International, toi, comment tu as vécu la période Covid? Bonsoir à tous. Alors moi, je l'ai vécu cette période comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, avec d'abord beaucoup de sidération par rapport à tout ce qui se passait, et puis très rapidement, en se rendant compte qu'il allait falloir se relever les manches. Moi, j'ai l'impression que pendant cette période, il y a deux fonctions qui ont été mises en lumière particulièrement. Les RH, on en a beaucoup parlé, hein, les RH en première ligne, et puis la com, a dû notamment pendant les premiers temps de Covid, qui a dû informer, qui a dû expliquer, qui a dû rassurer, qui a dû donner des perspectives, qui a dû accompagner les prises de parole managériales, qui a dû tenter de créer du collectif dans un moment d'émiettement où tout le monde semblait être dans son coin, qui a dû aussi être sur tous les fronts finalement durant cette période-là. Donc, mes constats, moi chez Bouygues Bâtiment International, je travaille dans une entreprise qui aux quatre coins du monde. Donc, déjà, on a un élément à la fin de la population une donnée d'entrée de notre vie. La crise a touché tout le monde avec une temporalité différente, c'est-à-dire que à Hong Kong, avant l'Europe, il y a eu les États-Unis. Il y a un problème de temporalité qu'il a fallu gérer. On va toucher à des moments différents. Il y a un problème aussi tout simplement médical, puisqu'on travaille dans des pays où les infrastructures ne sont pas les mêmes partout. Et voilà, il y a eu beaucoup d'enjeux. En direct, peut-être changer de micro. J'ai l'impression que les non, c'est plus. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, ça marche. Non, je parlais de la temporalité avec laquelle nos différents collaborateurs avaient été touchés, des différences d'infrastructures sanitaires dans les différents pays dans lesquels on intervenait, et du coup, des dizaines et des dizaines de situations particulières qu'il y avait dans l'entreprise à ce moment-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, là-dedans, il a fallu, d'une part, trouver un canal
de prise de parole pour nos managers, trouver le ton pour parler à nos collaborateurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ce qu'on ne sait pas. Dans l'incertitude, de temps en temps, il vaut mieux dire je vous donne rendez-vous dans une semaine pour vous expliquer, mais pas promettre des choses au moment où on n'est pas capable de les tenir. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est servi de la crise pour réaffirmer des grandes valeurs. On s'est dit que c'était le moment aussi de confronter nos valeurs à cette situation difficile. On a beaucoup, du coup, communiqué autour à la fois de la sécurité, parce que c'était un enjeu évidemment prioritaire pour nous dans cette situation, sécurité de nos collaborateurs face au virus. Utilité, puisque alors on a tous applaudi les médecins et les infirmières qui travaillaient auprès des malades, mais les hôpitaux dans lesquels ces gens travaillent, il a bien fallu que quelqu'un les construise, et il se trouve qu'on en a construit un bon paquet. Et enfin, solidarité, parce qu'on travaille dans des pays qui ont, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui ont un contexte et un niveau de développement qui n'est pas le même que celui de la France, et on a beaucoup œuvré aussi auprès de ces populations-là, et c'était ça nos 3 angles de communication durant la crise. Donc voilà les premiers enseignements que je peux partager. Je rebondis sur une des données. Pardon. Spontanément, je rebondis sur ce que tu viens de dire, et notamment, vous êtes des bâtisseurs à l'échelle internationale, avec des temporalités que tu as évoquées, qui sont effectivement différentes. Comment on continue son activité alors que les frontières sont fermées, alors qu'on a des pays comme ça qui subissent une crise avec un timing différent, puis des conditions différentes? Concrètement, dans ton activité, tu bougeais, toi, avant? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors, tout parce qu'effectivement, les frontières se sont fermées les unes après les autres. Moi, je fais donc la com d'une entreprise qui bosse dans 15 pays. Et le jour où toutes les frontières se ferment, on se dit, très bien, on va gérer depuis la France le temps que ça dure. Quand ça dure 1 mois, quand ça dure 2 mois, quand ça dure 3 mois, quand ça dure 6 mois. Mais quand ça dure 2 ans, c'est facile de reprocher à la com de faire de la communication hors sol, dans sa tour d'ivoire, sans prise avec le terrain. Mais quand on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça, comment est-ce qu'on gère? Et ça, c'est un vrai obstacle. C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nous de nous reconnecter avec nos opérationnels. Alors, on a la chance d'avoir tissé des réseaux pendant plusieurs années avec nos différents collaborateurs, avec les différents managers. Mais ce lien, il s'est de fait distendu pendant la crise, et il est précieux. Il faut l'entretenir, et il va falloir le renforcer dans les mois et dans les années à venir, parce que pour nous, il est crucial. Sinon, on fait de la com entre nous. Voilà. Là, tu anticipes déjà effectivement presque les questions d'après sur les enjeux. On va venir. Et du coup, l'occasion d'interroger Valérie. Voilà, et alors c'est intéressant parce que là, on vient d'avoir une vision internationale, et là, on va arriver et faire un focus sur l'Île-de-France, puisque Valérie, avec Haute-Paris, vous êtes une organisation très particulière. À la fois, vous êtes industriel, vous êtes distributeur, mais vous avez aussi une vocation pédagogique et de contribuer à une transition écologique, plus largement, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, comment vous avez vécu ces 2 ans incroyablement longs? Alors, oui, je vais peut-être commencer par présenter Haute-Paris, parce qu'effectivement, ce n'est pas Bouygues, donc tout le monde ne connaît pas Haute-Paris. Donc, Haute-Paris, c'est la première entreprise publique de l'eau en France, qui, comme tu le disais, dont l'activité va du captage jusqu'à la relation client, qui est intégrée chez nous, chez Haute-Paris, en passant par le traitement, la distribution de l'eau. Et donc, on délivre de l'eau potable à 3 millions d'usagers, 3 millions de Parisiens, pour faire simple. Et effectivement, on est très engagé. Alors, on parle de nous au féminin, Haute-Paris. Donc, on se dit actrice de la transition écologique, et on est très engagé en faveur de la protection de la ressource, de la biodiversité et du climat.
Donc ça, c'est pour poser voilà, ce qu'est Haute-Paris. Je précise aussi que c'est une entreprise qui est assez récente, qui est née en 2009 à l'issue d'un processus de remunicipalisation. Donc c'est une entreprise qui a à peine 12 ans. Voilà, donc moi je suis arrivée chez Haute-Paris il y a 2 ans maintenant, dans un contexte un petit peu particulier, puisque je suis arrivée là-bas une semaine avant le premier confinement, donc ce qui n'est pas toujours évident pour prendre en main une équipe. Donc j'ai une équipe de 15 personnes qu'il a fallu manager, mais beaucoup à distance, enfin dès la première semaine. Alors par ailleurs, pour la petite anecdote, je venais du monde de la santé publique. En fait, je travaillais pour Santé publique France, mais on voyait commencer à voir l'épidémie apparaître. Mais les circonstances ont fait que je suis partie à ce moment-là, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'épidémie. Enfin, toujours est-il que voilà, je suis arrivée dans ce contexte-là. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour nous? En quoi ça nous a impacté? Alors, tout d'abord, Haute-Paris avait pour tradition d'être très présente sur les événements parisiens, les événements estivaux, notamment éco-responsables. Alors, je pense à Wonderland, We Love Green, l'Éco-Trail, mais aussi des événements plus grand public comme Paris-Plage. Donc, évidemment, en 2020, tous ces événements ont été annulés, en dehors des Paris-Plage qui a été maintenu. Donc, il a fallu penser la communication différemment et la réorienter, bien entendu, vers le digital. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai proposé. Je pense que c'est ce que j'aurais proposé, quoi qu'il arrive, en arrivant, parce qu'on manquait un petit peu de ressources à ce niveau-là et je pensais qu'il était possible de dynamiser la communication sur le plan digital. Et c'est comme ça qu'on a lancé un projet de refonte du site Internet. Donc, on a aujourd'hui un site Internet qui est encore assez institutionnel, mais que l'on souhaite transformer en site plus de marque entreprise publique, plus tourné vers le grand public. Alors pourquoi le grand public, vous allez me dire? Pourquoi pas simplement nos partenaires institutionnels? Pourquoi pas simplement les ingénieurs en hydrologie? Enfin, bon, parce que moi je considère, et puis on est quand même maintenant nombreux dans l'entreprise à considérer que l'eau, ça fait partie du quotidien des gens, et qu'on a aussi une mission d'intérêt général qui est de sensibiliser la population à la protection de la ressource. Qui, bien qu'en région parisienne, ce ne soit pas un sujet, ça commence à l'être au niveau mondial. Cette ressource, elle s'appauvrit. La demande, par contre, en eau ne fait qu'augmenter. Donc, c'est un bien commun qu'il est utile et important de préserver. Donc, ne serait-ce que pour ça, j'ai pensé utile de s'adresser au grand public. Et puis par ailleurs aussi parce qu'on voit bien qu'en période de crise, et en fait quand je suis arrivée à Haute-Paris, j'ai eu à gérer quelques crises aussi, là les gens se préoccupent aussi de l'eau qu'ils consomment, forcément. Donc oui, effectivement, quand je suis arrivée, alors ils venaient de gérer une crise sociale et en arrivant, il y a eu la crise liée au Covid. Quid du virus? Est-ce que l'eau est toujours propre à la consommation? Est-ce qu'on n'a pas rajouté du chlore dans l'eau du fait du virus? Moi, j'ai l'impression que mon eau, elle me donne un peu l'eczéma ou des problèmes de peau. Et puis, par ailleurs, donc, le laboratoire d'eau de Paris a découvert des traces de virus dans l'eau non potable. Alors, il faut savoir que ça, c'est une particularité à Paris. Il y a 2 réseaux totalement distincts et séparés, le réseau d'eau potable et le réseau d'eau non potable. L'eau non potable servant à l'arrosage des parcs et jardins et au nettoyage des rues. Donc, c'était pas absurde que l'on trouve des traces du virus dans l'eau non potable, qui est une eau moins traitée que l'eau potable. Et simplement, donc, la ville de Paris a pris la décision, sage et mesure de précaution, de remplacer l'eau non potable pour l'arrosage des rues par de l'eau potable. Mais évidemment, ça a un petit peu jeté la suspicion sur l'eau du robinet, bien qu'encore une fois, ce soit 2 réseaux totalement séparés. Donc, il a fallu beaucoup communiquer à ce moment-là, expliquer ça. Malgré des émissions de Cyril Hanouna qui commençaient un peu à partir dans tous les sens. Et tout ça pour dire que l'eau, ça reste une préoccupation quotidienne,
D'où l'importance de communiquer donc, pendant ces périodes de crise. Et heureusement, donc, ça s'est très bien passé. Et je pense que les Français savent quand même qu'ils peuvent consommer l'eau du robinet en toute sécurité. C'est une eau 100% conforme. Mais malgré tout, ces périodes de crise, il faut les anticiper. D'où l'intérêt de travailler un peu quotidiennement sur ces sujets-là, sur le sujet de la qualité. Bonjour Karine. Pardon. Très bien, et toi? Oui. Ouais. Et... Oui, j'en avais entendu parler. Ouais. C'est une petite discussion, c'est conversationnel. Ouais. De toute façon, c'était ça le sens de... Alors peut-être que là, on a pressé pas mal. On a pas mal dressé un peu la carte des enjeux de l'un ou de l'autre. Et je voulais passer à... Oui, pardon. Effectivement, on a les impacts. Moi, je veux juste rebondir sur ce que dit Valérie, qui est passionnant. C'est que vous faites face à plusieurs crises. Il faut piloter ces crises-là à distance. La question de comment je m'adresse à mes publics est fondamentale. Vous parlez de là, on a la communication externe. Quid de la communication interne, tu l'évoquais aussi, Bertrand. Hein. Donc, pour moi, ma question, ça va être ça. Comment on va piloter en tant que DIRCOM voilà, les communications faites aux différents publics. Voilà. Ben non, si tu prends la parole. Ah, il faut que je repose ma question. Alors, je disais que quand vous êtes arrivée, Valérie, on essaie de refaire, quand vous arrivez, Valérie, vous faites face à plusieurs crises. Vous devez gérer effectivement cette communication grand public par rapport à ce que vous nous évoquiez là. Il y a aussi la communication qui doit être faite auprès de l'interne, comme l'évoquait Bertrand. Voilà, quelles ont été vos problématiques et comment vous avez fait face, comment vous avez répondu à ces besoins en communication auprès de vos différents publics alors que vous étiez à distance. A fortiori, vous, Valérie, qui arrivez dans un groupe avec une équipe de 15 personnes, les avez-vous même rencontrés physiquement avant que le tétraïne ne se mette en place? Je les ai rencontrés une fois. En fait, j'ai fait une... oui, je les ai réunis une fois la semaine de mon arrivée, heureusement. Et puis après, j'avais prévu de les recevoir tous individuellement. Donc, tout ça s'est fait via Teams à distance. Alors, heureusement, chez nous, la bascule via Teams s'est faite vraiment du jour au lendemain. On était tous équipés en ordinateur portable, téléphone portable. Enfin, là, on vient même de nous retirer notre téléphone fixe pour dire que là-dessus, on avait déjà un petit temps d'avance. Oui, donc concernant les crises, ça peut se gérer à distance sans difficulté. De toute façon, c'est comme je le disais, on communique beaucoup sur le digital. En fait, il a fallu produire des communiqués de presse, il a fallu intervenir dans les médias, il a fallu intervenir aussi sur les réseaux sociaux. Donc après, tout ça, c'est de la coordination. On s'appelle avec la direction générale, etc. Et puis en situation de crise, il faut agir vite. L'agilité, non, ça n'a pas posé de problème du tout. Moi, j'ai une chance, c'est que déjà de base, tous mes collaborateurs et tous mes interlocuteurs au sein de l'entreprise, il y a 95% qui sont à l'international. Donc moi, je n'ai pas la problématique de l'unité de lieu qui vole en éclats. Donc le digital, finalement, on a continué à l'investir, mais de manière assez naturelle, puisque c'est dans la continuité de ce qu'on faisait déjà jusque-là. Alors au quotidien, il y a peut-être deux temps différents que je distinguerai. Il y a les 6 premiers mois de 2020, où là, on est en plein dans la crise. Et alors du coup, il y a des comités de direction très réguliers où du coup, on suit la situation pays par pays pour voir ce qui se passe, où on essaye, donc c'est le triptyque que je disais tout à l'heure, on se fixe 3 axes de communication qui sont sécurité, utilité, solidarité. Sécurité, je prends un exemple très, très concret. On travaille dans des pays qui ont tous pris des mesures sanitaires différentes face à la crise. Du coup, que doit faire l'entreprise? Est-ce que l'entreprise doit suivre les préconisations sanitaires du pays ou est-ce qu'elle doit elle-même édicter des standards qui, s'ils sont mieux-disants par rapport aux normes sanitaires du pays, doivent s'adapter
quoi qu'il arrive, sur les chantiers. C'est le choix qu'on a fait chez Bouygues, c'est-à-dire qu'on a fixé des règles qui s'appliquaient à tout le monde, y compris dans les pays où les gouvernements locaux disaient « mais non, vous inquiétez pas, c'est une grippe, ça va passer ». Ça, il faut l'expliquer. Hein. Ça, c'est de la pédagogie et ça s'applique à tout le monde. Ça a été des gros efforts. Sur la partie solidarité, pareil, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on travaille dans des pays où ce n'est pas facile au quotidien de voir les populations qui sont autour de nous et qui n'ont pas accès à tout le matériel, notamment, auquel une entreprise comme la nôtre peut avoir accès. Et donc là aussi, il a fallu expliquer que notre rôle en tant que constructeur ne s'arrêtait pas à l'acte de construire. On a une mission sociale, un impact sur les populations auprès desquelles on travaille, qui du coup, en temps de crise, voilà, c'est en temps de crise hein, que ce genre de choses se révèlent au grand jour. Donc, voilà, ces quelques axes, utilité, je ne reviens pas dessus, je pense que c'est assez évident, mais sécurité, utilité, solidarité, ça a été notre ligne directrice pendant ce moment fort des 6 premiers mois de 2020, avec l'ouverture c'est sur le fond, et puis l'ouverture de canaux de communication auprès de nos collaborateurs pour des prises de parole managériales plus régulières et aussi sincères que possible. À la marque Bouleversement International, pour définir ses valeurs ça c'est quelque chose de pas fondamental. Du coup, c'est un des enjeux. Alors, ouais, alors donc du coup, cette fois-ci, on n'est plus sur la gestion de crise à proprement parler sur les 6 premiers mois de 2020, mais sur la suite. Là, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont sortis là, très récemment. Il y a eu 38 millions de personnes qui ont démissionné aux États-Unis pendant l'année 2021. Alors, les sociologues en ce moment se penchent sur la question pour savoir pourquoi est-ce que des gens qui sont en CDI font le choix délibéré de quitter leur travail. Il y a plein de facteurs, il y a plein de raisons, mais on voit qu'une des raisons qui est mentionnée par ces démissionnaires, c'est la question du sens. Voilà, on fait face à une crise du sens. Et bon, voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et du coup qui commence à préoccuper nos dirigeants qui tout naturellement se tournent vers la com. Et alors là, bon, il faut déjà se dire une première chose, c'est que la com ne peut pas tout. La question du sens, c'est une question globale. Il y a un monsieur qui s'appelle David Graeber qui a beaucoup écrit sur les bullshit jobs, les shitty jobs, etc. La com ne peut pas transformer un bullshit job en job qui a du sens. Par contre, elle peut d'autres choses. La com, elle peut notamment expliquer que une entreprise, ce n'est pas que des produits, des process et des chiffres, et que dans notre relation au travail, il se joue autre chose que l'allocation de notre force de travail en retour d'un salaire. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle prend des décisions, quand elle mène des actions, elle exprime d'une certaine manière des valeurs. Et pour peu que ces valeurs soient en résonance avec celles de ses collaborateurs, c'est là où on se dit « oui, je suis fier de travailler pour cette boîte, oui, ça me stimule de bosser pour cette boîte, oui, ça fait du sens pour moi de me lever le matin pour aller bosser pour cette boîte. » Donc ça, les communicants, ils ont un rôle à jouer dans la mise en récit de ces valeurs, dans la diffusion de ces valeurs. C'est pas quelque chose... C'est ça. En fait, ce que je dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau sur l'importance du rôle de communicant. En revanche, la pression qu'il y a aujourd'hui sur le communicant pour produire du sens fait que j'ai peur de commencer à voir des simulacres de sens
produit par certaines organisations. Le sens, la communication, elle peut contribuer à le construire et à le diffuser. Elle n'est pas là ni pour l'inventer, ni pour. Elle n'est pas là pour le sortir du chapeau, quoi. Donc ça, c'est pour moi un des enjeux majeurs pour les années qui viennent. Et donc, je rebondis sur la notion que tu évoquais tout à l'heure, qui est pour moi fondamentale pour la communication de demain, qui est la notion de sincérité. C'est le sens. Il s'appuie forcément sur la sincérité de l'organisation. Et je pense qu'il n'y aurait pas pire trahison pour un communicant que de ne pas être sincère vis-à-vis des valeurs qu'il met en récit. Oui, vous savez, c'est humain. Hein. C'est tentant de se peindre tel qu'on a envie d'être plutôt que tel qu'on est. Mais bien sûr, c'est tentant. C'est tentant de s'engager en fonction des circonstances et d'espérer un retour sur investissement à court terme en se disant « Ouh là là, là, je vais faire quelque chose en faveur de la santé. » parce que mais ce n'est pas ça la com. C'est-à-dire qu'il faut que nous, communicants, on résiste, qu'on ait le courage de la sincérité et qu'on résiste aux injonctions auxquelles, mais alors je suis persuadé que tous les communicants du monde ont été confrontés à les injonctions de nos dirigeants qui nous disent « Allez, vas-y, sur le climat, tu ne veux pas nous en faire sur tel truc ». Et il faut qu'on ait le courage de résister à ça, parce que sinon, la fuite en avant vers le simulacre dont je parlais tout à l'heure, elle nous sera imputable à nous, communicants. Ou est-ce que Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Haute-Paris est un opérateur d'importance vitale, donc ne serait-ce que pour ça, pour moi, ça a du sens de travailler pour un opérateur qui distribue de l'eau, parce que l'eau est vitale et importante, est nécessaire à la vie. Effectivement, l'entreprise Haute-Paris, elle est dans une phase un petit peu de transition, elle aussi. Donc, je disais qu'on était actrice de la transition écologique, mais on est une entreprise qui, au départ, est une entreprise industrielle. On produit de l'eau, donc on a des usines de traitement de l'eau. Mais aujourd'hui, donc ça c'est notre cœur de métier industriel, mais on a aujourd'hui un deuxième cœur de métier qui est la transition écologique. Et justement, donc on a un objectif qui est un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030, et on s'y emploie, que ce soit en amont comme en aval, donc notamment dans les territoires sourciers. Il faut savoir que donc, une partie de l'eau qui est produite par Haute-Paris provient de sources qui se trouvent à 100-150 km au-delà de Paris, que ce soit en Normandie, en Bourgogne, donc près de Fontainebleau, Sens, Provins. Et donc, on s'emploie à protéger les nappes souterraines, puisque moins l'eau sera polluée en amont, moins elle aura besoin de traitement en aval. Donc, on a mis en place, par exemple, un dispositif qui est assez inédit, qui est un régime d'aide agricole, qui a obtenu la validation de la Commission européenne et qui est soutenu financièrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. En fait, on accompagne des agriculteurs qui se situent sur nos aires d'alimentation de captage en leur apportant une expertise technique et un soutien financier donc, aux agriculteurs qui souhaitent basculer soit vers le bio, soit vers un mode d'agriculture durable. Donc, c'est-à-dire un mode d'agriculture avec moins de produits phytosanitaires, moins de pesticides, donc moins d'azote dans l'eau, donc moins de traitement en aval. Donc, en fait, nous, on prône un modèle de gestion durable de l'eau qui est un modèle qui vise plutôt la prévention, enfin le préventif plutôt que le curatif. Alors c'est drôle parce que moi je viens du monde de la santé publique, on disait déjà en santé publique on ne faisait pas suffisamment de prévention. En fait, on est dans un pays en France
on fait beaucoup plus de curatifs, on est beaucoup plus dans le traitement que dans la prévention, ce qui est moins le cas par exemple en Angleterre. Dans le domaine de l'eau, en fait, c'est à peu près pareil. Et nous, on prône justement la prévention parce qu'on travaille pour les générations futures. C'est un coût, hein, c'est pas pour autant qu'on va forcément moins dépenser. En tout cas, on va moins dépenser dans des traitements qui ne nous paraissent pas indispensables. On ne va pas surtraiter l'eau. En revanche, on va essayer de travailler beaucoup plus en amont auprès des agriculteurs. Et les agriculteurs sont satisfaits aussi de ce dispositif parce que eux, ça leur permet d'assurer cette transition. Ils auraient pu souhaiter le faire, mais sans être accompagnés, sans pouvoir y arriver. Nous, on les accompagne au quotidien. Donc, il y a des animateurs territoriaux qui sont présents sur ces territoires pour aller leur expliquer comment ça peut fonctionner, comment passer d'un système de 3 cultures à 10 cultures, comment leur trouver même des circuits de distribution, puisque leurs productions sont écoulées dans les caisses des écoles, dans les cantines scolaires. On va distribuer des pois chiches, des lentilles qui sont produites sur ces aires d'alimentation de captage. Donc, c'est vrai qu'en termes de sens, je considère qu'on est une entreprise qui, de ce point de vue-là, a du sens. Mais malgré tout, il y a des gens qui ont connu l'entreprise peut-être auparavant, même avant la remunicipalisation. Il y a des personnels qui peuvent venir de chez Veolia, de chez Suez, qui faut accompagner dans cette transition parce que pour eux, leur métier, il reste industriel et ils ne voient pas forcément l'intérêt d'aller payer des agriculteurs. Enfin, ce n'est pas encore complètement acquis, y compris au sein de l'entreprise. Donc, nous, on a ce rôle, que ce soit auprès des élus, de la société civile, des consommateurs, leur dire, écoutez, tout ça, si on préserve la ressource, c'est pour le bien commun, c'est pour l'utilité générale. La question du centre. La question, le sens est chez vous le bâtiment international et à Paris, on comprend bien. La question que tu disais tout à l'heure des RH, et moi ça m'intéresse, le sens la crise a questionné quand même aujourd'hui, et je vais donner la parole à Antonin, parce que je crois que les futurs communicants aujourd'hui ont développé une éthique très, très forte, un engagement très fort, on peut s'engager dans ça, et vraiment, ce discours tout à l'heure, il y a quand même quelque chose à faire autour du sens au niveau des RH. Comment, après 2 années où il y a eu du télétravail, Antonin, tu me démontres ce cas, j'ai l'impression que pour beaucoup, et en tout cas les jeunes générations, un retour en full présentiel, par exemple, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, redonner du sens au travail, redonner envie de revenir sur site, etc. Refaire communauté, pour reprendre le terme que tu avais utilisé lorsqu'on avait préparé. Voilà, pour moi, ça me questionne aussi sur ce point-là. Oui, effectivement, tu as totalement raison. Je pense que la crise du Covid-19 a totalement bouleversé les méthodes de travail. Aujourd'hui, un full présentiel pour les jeunes générations, mais pas que. Je l'entends à l'école comme en entreprise de personnes de tout âge. C'est quasi inenvisageable. Et donc, effectivement, il y a quelque chose à travailler du côté de la com et de la com RH, des enjeux marque employeur. Je pense on peut même presque se permettre qu'aujourd'hui, tout va tellement vite et le télétravail n'est même plus finalement un atout dans une candidature RH, quand on met en avant son entreprise. Je pense que le fait de dire que le télétravail est accessible et autorisé au sein de la structure, c'est déjà presque dépassé. Voilà, c'est indispensable et je pense, en tant que représentant des nouvelles générations, pour nous, c'est même pas une question, c'est peut-être indispensable, mais je pense aussi que ça va plus loin et qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de continuer à avancer dans ce sens, qui est selon moi une bonne direction. Il y a des structures qui aujourd'hui parlent même de méthodes de travail hybride où on peut télétravailler depuis l'étranger, la moitié du temps si on le souhaite. Et effectivement, Bertrand parlait de cette quête de sens qui existe certainement depuis toujours, mais qui a explosé et qui s'est amplifiée depuis le Covid, que ce soit tout autour de l'image de marque, qu'elle soit côté consommateur ou côté individu qui fait partie du marché du travail. On est à la recherche de sens dans notre métier
dans les produits qu'on consomme. Et le fait de dire, il faut que la communication tourne dans ce sens et que effectivement, il y ait une transparence. La transparence devient une qualité fondamentale à avoir, mais que derrière cette transparence, il y a aussi des actes, effectivement, qu'on ne soit pas, notamment, qu'on ne tombe pas dans le greenwashing, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi l'exigence grandit et on quitte cette naïveté. Et donc, il faut, quand on met en avant aujourd'hui les valeurs d'une société, de notre société, de notre entreprise, et qu'on témoigne des actions, là, on est dans le vif du sujet et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut continuer à aller. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que toi, futur communicant, la question du sens, en tout cas, avoir du sens dans ce que tu fais, avec les exigences nouvelles qui vont émerger, notamment dans le cadre de la question dont on parlait des organisations de travail. On va revenir dessus parce que je crois que je n'ai pas tout à fait d'accord, Bertrand, sur cette foule essentielle. Tu parlais de la relation, parce que ce talk est organisé par la commission de annonceurs. Donc, on a questionné aussi nos DIRCOM sur quels étaient vos nouveaux besoins et comment les agences pouvaient vous aider à y répondre. Et toi, tu ne partages pas tout à fait le point de vue, je crois, d'Antonin. Tu disais que c'était compliqué parce qu'en fait, on ne se voit pas. Le DIRCOM ne voit pas les managers, on ne voit pas les prestataires, on ne voit pas les freelances. Et à un moment donné, finalement, on converse pas bien. Oui, alors ça fait effectivement bien le lien avec le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le télétravail, évidemment, on est tous contents de pouvoir en profiter et je pense que c'est une avancée formidable. Maintenant, comment vous dire ? Je ne pense pas que la plupart de nos entreprises aient vocation à devenir des plateformes type Uber où chaque travailleur serait chez lui derrière son écran et participe de manière virtuelle et digitale à la mission de l'entreprise. Il y a quelque chose qui se joue, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans notre rapport au travail, ce qui fait le sel du travail, si on peut s'exprimer ainsi, c'est quand même de participer à une aventure collective, que ce soit chez Haute Paris, que ce soit dans une institution publique ou chez Bouygues Bâtiment International. On est embarqué dans une aventure commune et on a besoin de collectifs. Ça, moi, j'en suis vraiment convaincu. Et je pense que ce sens collectif, alors évidemment, il passe essentiellement par la marque, et donc le rôle du communicant, là, il est tout trouvé, hein, la marque comme catalyseur d'engagement collectif. Mais ça me semble indispensable. Moi, l'émiettement du travail avec la compta à Miami, le juridique, voilà, ça, moi, j'y crois pas. Je crois au télétravail, je ne crois pas à l'émiettement absolu. Aujourd'hui, chez Bouygues Bâtiment International, du coup, vous êtes organisé comment, Bertrand ? Alors, on est organisé de manière très décentralisée, c'est-à-dire qu'on a notre siège social qui est à Paris, et ensuite, par contre, tous nos chantiers et toutes nos filiales sont au Grand International. Donc là-dedans, il faut effectivement trouver du lien, à la fois du lien vertical, entre la maison mère, ses filiales. Quand on peut pas voyager, c'est pas simple, il faut trouver d'autres moyens de le faire. On peut en discuter si vous voulez. Et puis ensuite, il faut trouver aussi du lien horizontal entre tous les collaborateurs de l'entreprise, de la filiale, les collaborateurs des filiales entre elles, et puis ensuite, au sein d'un pays, une filiale avec son écosystème. Donc, il y a des enjeux à tous les niveaux, mais des enjeux qui tous nécessitent une connexion avec des parties prenantes. Et si je prends l'exemple de la communication, on a tous eu à gérer des projets en temps de Covid et donc des projets qu'on a fait en visio. Je pense que c'est
c'est une erreur de penser qu'on peut mener un projet de la même manière en temps de Covid, en 100% visio, avec une agence qu'on ne voit jamais physiquement autour d'une table, de la même manière qu'on peut gérer un projet en temps normal, si le mot normal veut encore dire quelque chose. Mais voilà, il y a des choses qui se jouent dans une réunion, des choses qui, sur des gestes, sur des mimiques, sur des regards. Mais oui, et c'est ça qui fait avancer un projet aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a certains projets que j'ai menés pendant le Covid qui a nécessité 4 visios là où on aurait pu faire 2 réunions physiques. Donc... Valérie, vous, sur la question du sens, est-ce que ça a été un sujet auprès de vos équipes? Le sens, est-ce qu'il a fallu retravailler le sens auprès pour favoriser l'engagement? Est-ce qu'il y a eu un problème de désengagement à un moment donné du fait de cette... À l'occasion du télétravail, vous voulez dire? Oui. En ce moment? Oui, enfin, c'est vrai qu'au début, ça a été quand même assez brutal. Comme je le disais, moi, j'ai toute une partie de mon équipe qui est en charge de l'événementiel. Donc, ces équipes-là, il a fallu aussi les mobiliser sur autre chose, essayer de trouver de nouvelles activités, réorienter un peu le travail. Et à distance, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Donc, je dois dire que, pour être très honnête, déjà, je venais d'arriver, j'avais ces fameuses crises à gérer. Il y a des gens qui, dans les premiers temps, n'étaient pas 100% occupés et dont j'avais du mal à trouver des activités de remplacement. Alors, en tout cas, ça a été le cas pendant les premiers temps. Après, j'essayais malgré tout d'animer l'équipe du mieux que je pouvais. J'avais organisé des cafés-discussions. Enfin, j'essayais de dialoguer avec les gens. Alors après, c'est vrai que pour revenir à la question du télétravail, moi, je pense qu'on n'y est pas encore. On n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore réussi à trouver the good balance, à mon avis, entre travail à distance et travail en présentiel. Je pense que c'est effectivement très bénéfique pour la société. Le Covid a eu un rôle d'accélérateur et quelque part tant mieux, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Puis là, avec les retours en arrière, nous, on est encore 4 jours par semaine en télétravail. C'est beaucoup, c'est trop. La sphère privée, la sphère professionnelle se confondent. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et là où je vous rejoins, c'est que, en effet, je pense qu'il y a quand même nettement moins d'émulation, nettement moins de créativité quand on est à distance que quand on est réunis autour d'une table. Et puis, je constate aussi que tout simplement, il y a des gens qui ont plus de mal à participer à des réunions à distance, en fait. Alors, le fait qu'on ne les voit pas ou je ne sais quoi fait qu'ils sont moins présents, je pense que moi, si je les avais autour de la table, j'aurais plus de facilité à les questionner, à échanger avec eux. Et je pense que c'est de là que naît la créativité. Voilà. Comment vous avez fait, et l'un et l'autre, pour créer du lien pendant cette période-là qui a été distancée? Si on devait être très pratique, concret, quelles actions vous avez conduites pour à la fois la problématique verticale et horizontale, refaire un peu communauté alors que chacun est derrière son ordinateur? Je commence. Alors, ça va me permettre en plus de parler de la relation avec les agences. Comment on a fait? Alors d'abord, on a commencé comme tout le monde en exploitant Teams au maximum avec les Teams Live Events. Enfin, bon, bref, toutes les configurations possibles de Teams pour créer ce que je disais tout à l'heure, des canaux de discussion avec le management. Et puis, assez rapidement, on se rend bien compte des limites de Teams notamment et de toutes les apps de ce type-là. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec l'aide d'une petite start-up dont je vais citer le nom, qui s'appelle Work Adventure, une plateforme qui est un peu, alors pour ceux qui sont de ma génération, si vous voyez Zelda, eh ben c'est Zelda. Voilà. Donc, vous avez un petit avatar, chacun crée son petit avatar. Vous vous retrouvez sur un monde virtuel dans lequel vous pouvez vous balader comme vous voulez. Et puis, quand 2 avatars se rencontrent, il y a leur caméra qui s'active et une discussion
une conversation qui peut se nouer. Et ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que tout ce que ne permet pas Teams, à savoir la rencontre informelle pendant un événement, parce que nous aussi, hein, tous nos événements, on les a arrêtés. Une convention, même une réunion de managers, Teams permet tout l'aspect formel et abandonne tout l'aspect informel. Cette plateforme-là nous permet de recréer des sous-groupes, des bulles de discussion entre deux personnes qui se croisent de manière impromptue sur la carte à hauteur de la taverne qu'on avait créée. Et il y a un aspect extrêmement à la fois ludique, impromptu et convivial qui s'est créé à ce moment-là. Donc ça, c'est une première action qu'on a mise en place. La deuxième que je voudrais citer, c'est un truc bête. Hein. On a créé un concours photo. On a lancé un concours photo à l'échelle internationale. Bon, alors c'est vrai que quand on bosse à l'échelle internationale, déjà, c'est plus rigolo. Et puis, quand on travaille sur des chantiers avec des projets extrêmement visuels du type des tours de 280 mètres de haut, etc., bon, c'est vrai que ça aide. N'empêche, on lance ce concours photo auprès de tous nos collaborateurs qui avaient accès à une plateforme où ils pouvaient déposer chacun leurs photos. Et il y a un truc génial, c'est que le gars qui est comptable à Singapour est fier de montrer ce qu'il fait, lui, à Singapour, des projets de construction qui ont lieu en ce moment à Singapour. Et il est curieux de savoir ce que le conducteur de travaux qui est aux États-Unis a à lui montrer. Parce qu'il y a quelque chose de très sincère là aussi dans cette communication, de très authentique. C'est de la communication horizontale dont je parlais tout à l'heure, de pair à pair quasiment. Et on a recréé du commun, comme je disais tout à l'heure, autour de ce qui fait la fierté de nos collaborateurs, avec ce truc tout bête qui est un concours photo. Au final, les chiffres, je ne les ai plus exactement en tête, mais on a eu quelque chose comme 850 photos qui ont été déposées sur notre plateforme avec des trucs d'une qualité dont vous n'avez pas idée. Dont d'ailleurs on va faire une expo tellement ça a marché. Mais au-delà de l'intérêt que j'y vois moi en tant que communicant, il y a vraiment à la fois cette communication horizontale de pair à pair entre les différents pays sans l'intermédiation de la com, qui était hyper importante, et puis toute la fierté qui peut s'exprimer et tout l'attachement à l'entreprise qui peut s'exprimer à travers ce genre de choses. Et donc ça, c'est deux exemples qui montrent comment à la fois on crée de la discussion et de la conversation différemment, même quand on est en télétravail, et comment est-ce qu'on recrée du commun avec un outil 100% digital, mais qui implique malgré tout toute cette fierté de nos collaborateurs dont je parlais tout à l'heure. Alors nous, en termes d'action, alors c'est vrai qu'on a vraiment aussi renforcé la communication interne. Enfin, la communication interne a vraiment pris de l'essor à l'occasion du Covid. On a dû beaucoup communiquer sur notre intranet. On a créé des newsletters du type Feel Good pour accompagner les gens qui se sentaient un petit peu isolés et loin de leur manager. Et puis, je dirais que ça a aussi beaucoup été fait au niveau de la direction générale, on a la chance d'avoir deux directeurs, un directeur général, une directrice générale adjointe qui sont jeunes et qui sont pour une communication assez fluide et horizontale, donc qui ont mis en place pas mal de moyens de communication en direct avec eux. Enfin, tout simplement, le simple fait de pouvoir échanger avec eux, que ce soit à travers des chats sur Teams ou même de pouvoir dialoguer, de pouvoir avoir des discussions, je pense que ça fait beaucoup redescendre la pression. Et puis, on a renforcé aussi la communication en direction des managers, parce qu'on s'est rendu compte que ce niveau d'encadrement intermédiaire, en fait, qui se retrouve finalement aux prises avec les équipes qui peuvent se sentir mal, qui peuvent être en difficulté,
qui ne trouvent pas là toujours de sens, nécessairement du sens à leur activité, surtout pendant ces périodes-là. Je pense au premier confinement où quand même ça a été particulier. Il fallait être très présent auprès d'eux pour les aider aussi à faire passer les messages, les aider à créer de la cohésion d'équipe, de la cohésion sociale. Donc, on a créé des conférences pour les managers, une newsletter pour les managers. On a créé un réseau social Yammer sur lequel ils peuvent échanger, puis parfois obtenir des réponses à des questions qu'ils se posent parce que simplement leur collègue qui est peut-être un petit peu loin ou sur un site extérieur a la réponse et il n'a pas pensé à lui poser la question. Donc, on essaie vraiment de favoriser les échanges au maximum, un peu à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est des actions que vous n'auriez J'ai peut-être aussi posé une question, moi, je vous écoute là depuis tout à l'heure, donc je me suis dit, du côté Bouygues, on est déjà dans les métaverses. Là, vous êtes à Yammer, qui est déjà plus connu et plus classique, et je me dis, finalement, on arrive à un moment, il y a une sorte d'injonction paradoxale que vous devez gérer, vous, DIRCOM, qui est justement comment gérer les gens qui sont à distance, chacun dans sa petite boîte, comme vous le disiez, chacun est divisé pour travailler, on est quasiment au 19e siècle, et en même temps, recréer l'intelligence collective. Là, du côté d'Antonin, on ne jure que par l'intelligence collective, justement la conversation, la collaboration et tout. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui à la fois touche des questions de RH, des questions de com, qui touche de l'interne, mais qui va aussi toucher la relation avec vos différents publics. Donc, moi, la question que je me pose, puisqu'on a aussi cette dimension agence qui est importante, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'une agence pour vous accompagner, hein? Avant, une agence, elle faisait des contenus. Voilà. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui vos nouveaux enjeux de communication et comment une agence peut vous accompagner d'une manière pertinente pour répondre à vos enjeux actuels? Alors, deux choses peut-être. La première qui est... non, trois choses, allez. Non, deux choses. Alors, d'abord, j'ai parlé de Zelda, donc on est un peu loin du métaverse quand même encore. Voilà, on y va petit à petit, mais modestement. Les relations avec les agences, pendant la crise, j'ai cité deux projets qu'on avait menés avec donc, cette petite start-up qui s'appelle Work Adventure. Et il se trouve que le concours photo, ça a été fait avec une autre start-up qui a développé un produit qui est un produit de gamification en entreprise dédié à la photo. Et première chose, ces startups, je suis allé les chercher tout seul. Et je trouve que les agences se sont peut-être un peu trop concentrées sur elles et ne se sont pas ouvertes sur la créativité de l'écosystème communication en temps de crise. Il y a sans doute des partenariats à nouer, des recherches à faire sur tout ce qui s'est monté pendant cette période et avec lesquels les agences peuvent sans doute mieux jouer. C'est la première chose. La deuxième chose sur qu'est-ce qu'on attend d'une agence aujourd'hui, je vais poursuivre ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est de ne pas plaquer du sens, du simulacre de sens, pour reprendre ce mot qui est donc de Jean Baudrillard et pas de moi, mais ce simulacre de sens parce que, attends, on va t'accompagner en ce moment. Ce qui marche, c'est le climat, tu vas voir, on va te faire du contenu sur le climat. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on ait la sincérité de regarder nos valeurs en face, de se peindre tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait être, il faut que les agences aient elles aussi l'honnêteté et la sincérité de nous accompagner pour ce qu'on est et pas pour ce qu'elles voudraient qu'on soit. Je précise juste quelque chose par rapport à notre échange. Tu disais quelque chose que je trouvais intéressant. La créativité ou l'innovation, tu ne l'as pas trouvé auprès des agences qui t'accompagnaient parce qu'à ce moment-là, tu avais fait le choix de rester fidèle à tes agences historiques parce que, période oblige, tu ne voulais pas prendre le risque que le brief, qu'on ne connaisse pas bien. Oui, là aussi, je suis curieux d'avoir les témoignages d'autres personnes, mais je crois que dans les temps difficiles, dans les premiers temps difficiles de la crise,
on se, on, on se retrouve sur les fondamentaux, hein. Moi, pendant 18 mois, je n'ai pas fait appel à des agences que je ne connaissais pas. Je suis resté fidèle aux gens avec lesquels j'avais l'habitude de bosser, pour lesquels je savais qu'on allait se comprendre, même à distance, qu'ils n'allaient justement pas essayer de faire des choses que je voulais pas vers lesquelles je voulais pas qu'on aille. Donc oui, la relation de long terme, j'imagine que vous avez vécu ça aussi au moment de la crise côté agence, mais vous avez investi d'autant plus les relations de long terme avec vos clients récurrents. Et je ne suis pas certain que les prospections commerciales aient été hyper fructueuses. Peut-être qu'on va écouter ton avis sur sur quels sont tes enjeux et quels sont les besoins que tu as. Est-ce que les agences que tu as bossées correspondent à tes attentes? Comment vous avez vécu cette relation avec l'agence pendant cette période? Avec l'agence et les agences. Alors moi, je dirais qu'on travaille avec beaucoup d'agences, donc c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué, c'est que bon, les territoires de chacune sont pas, enfin, il y a parfois un peu des zones de recoupement, donc c'est à moi aussi de faire le chef d'orchestre entre tout ça. Moi, ce que j'attends d'une agence, c'est que déjà, elle s'imprègne pleinement des enjeux stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne survole pas les sujets. Enfin, je suis assez agacée quand je suis confrontée à une agence qui un peu à côté de la plaque au niveau des contenus, qui n'a pas compris les enjeux, etc., et qu'il faut tout réexpliquer. Là, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais heureusement, moi aussi, je choisis plutôt bien mes agences, et c'est des agences avec lesquelles j'ai la chance de travailler depuis longtemps, donc je ne tombe pas dans cet écueil-là. Moi, j'attends du coup pas mal de réactivité. J'attends d'être aussi parfois un peu bousculée, d'être surprise, enfin qu'on me propose des choses, ce qui ne veut pas dire on va tout accepter, tout faire, mais c'est vrai qu'on attend d'une agence qu'elle nous réveille aussi un petit peu, surtout quand on est dans une entreprise publique quand même institutionnelle. Donc moi, je veux arriver à faire évoluer les choses, mais je suis d'autant plus aidée on travaille avec des startups et tout, donc on voit bien que ça fonctionne différemment aussi ailleurs. Malgré tout, il y a une certaine agilité, y compris dans notre entreprise, qui reste une entreprise à taille humaine de 900 personnes. Mais les agences sont là aussi, je pense, pour nous impulser des choses, pour amener des inputs. Et encore une fois, c'est pas pour autant qu'on va tout prendre, mais en tout cas, j'aime bien être stimulée. Ouais. Et est-ce que du coup, elle partager manquer de créativité ou en tout cas d'initiative sur cette période-là? Est-ce que vous avez Oui, j'ai trouvé du répondant. Alors après, on ne trouve pas toujours la solution ensemble tout de suite, quoi. Enfin, je trouve que parfois, il faut travailler à plusieurs reprises et ça peut être un peu long et fastidieux. Mais au global, je suis très satisfaite, moi, de travailler avec des prestataires externes. Je trouve que ça amène du sang neuf. Autant je pense que pour la dimension stratégique, contenu, etc., c'est quand même important que ces ressources-là soient en interne dans les directions de la communication. Autant, il me semble que les agences peuvent amener des nouveautés, sont certainement aussi un peu plus dans l'air du temps, suivre ce qui se fait, suivre les tendances, et ça, j'apprécie. Et sur cette relation avec l'agence longue distance, c'est la fin de expliquer, ça réclamé un peu de temps, plus chronophage peut-être, vous partagez distance, c'est-à-dire par visio. Oui, par visio, oui, oui, évidemment, c'est moins naturel, c'est moins simple. Quand on voit les gens pour la première fois, on les a vus 10 fois sous Teams, on les voit pour la première fois, on a l'impression de les découvrir. Enfin, non, c'est vrai que ça crée des situations un petit peu inédites, complexes. Après, non, moi, je pense quand même que malgré tout, on arrive très bien, et c'est ça, c'est ça le drame, on arrive très bien à travailler à distance, c'est ça le problème. Alors, oui, du coup, puisqu'on est dans cette idée de conversation, là, on tourne tous autour de... On a quand même des gens qui sont venus nous voir, à la fois physiquement et à la fois en ligne. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées, ou est-ce que vous avez des questions vous-même D'accord.
agences dédiées à la conversation. Alors, nous ne sommes pas une agence de conversation, une agence qui a un lieu d'innovation sociale. Mais en tout cas, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Ils font partie de la solution de la conversation de société. Ce n'est pas une question. J'aimerais peut-être avoir un peu plus de vision sur la com de demain. On a abordé très largement. Pardon. On a effectivement abordé largement les impacts de la crise sanitaire et pour Bouygues et pour Haute-Paris. On a parlé de ses conséquences et de la manière dont vous avez passé la crise. La question aujourd'hui, c'est est-ce que finalement la Covid a fondamentalement bouleversé la com de demain, ou est-ce qu'elle a été un accélérateur, ou est-ce que non, finalement, c'est une parenthèse pendant laquelle il a fallu se montrer agile, mais que fondamentalement, les enjeux demeurent les mêmes. On parle de sincérité, la langue de bois, on en parle depuis très longtemps. Enfin, voilà, j'interroge largement. Je pense qu'il y a eu, pendant la crise, une mobilisation forcément inédite de la communication. Et il y a certaines choses qui sont montées en intensité. Je pense aux besoins d'information, aux besoins de réassurance, aux besoins de donner de la visibilité. Tout ça, ça monte en intensité pendant la gestion de crise, mais pour moi, c'est de la gestion de crise. Donc, c'est circonstanciel et donc, ça va rebaisser en intensité progressivement et puis ça remontera à un autre moment. Ce qui, à mon avis, est apparu et dans une espèce d'effet de cliquet et sans doute pas près de disparaître, c'est ce qu'Antonin mentionnait tout à l'heure et qu'on discute depuis déjà pas mal de temps, c'est ce besoin de sens et ce besoin pour les communicants de structurer des récits de marque qui sont porteurs et sincères. Et ça, à mon avis, on y est pour un moment et c'est un de nos grands défis. Je serais curieux d'ailleurs d'entendre Antonin autour de ça, parce que aujourd'hui, notre génération de communicants est confrontée à ce mouvement-là et l'accompagne. Je pense que c'est la génération d'Antonin qui, avec tout son côté engagé, militant et intransigeant, la fera avancer de manière significative. J'ai envie de dire, je l'espère. Effectivement, cette quête de sens, elle va dans le bon sens. Et on sent que, effectivement, c'est un enjeu primordial aujourd'hui pour les services de la communication. Je pense qu'aussi, la crise du Covid-19 a transformé la com sur l'aspect digital. Aujourd'hui, on tend vers une société qui est de plus en plus digitalisée, même si elle l'est déjà beaucoup, mais ça va tellement vite, le digital. Il y a besoin de s'adapter aux nouveaux canaux, aux nouveaux outils. On parle de métaverse. On a des canaux qui sont pourtant assez anciens, comme le podcast, mais qui sont intervenus et qui ont été renforcés par la crise du Covid. Donc, il y a aussi, et je pense que c'est là-dessus que la crise a transformé la com aussi, c'est sur l'apparition de nouveaux canaux. Et donc, effectivement, il faut, quand il y a l'apparition de nouveaux canaux, accompagner la transformation, communiquer dans ce sens-là. Dans mon expérience précédente, avant d'être au ministère de l'Intérieur, j'étais au Secours catholique. Donc, pas du tout pareil. Effectivement, j'ai traversé une rivière entre les deux, mais on avait un environnement assez particulier puisque les acteurs internes, on était 65 000 puisqu'on considérait tout autant les personnes en précarité que les bénévoles comme des acteurs de l'association. Et donc, dans ce sens, quand on fait face à des populations qui sont effectivement en difficulté pour diverses raisons face aux nouveaux outils et au digital, il faut les accompagner. Et dans ce travail-là, la com a un rôle à jouer, notamment sur l'outillage et sur la mise en place de processus de formation
d'accompagnement pour permettre à chacun et à chacune, avec ses compétences sur le digital, de poursuivre sa mission. On va reparler sur pour moi, c'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur ajoutée, selon moi, des futurs communicants. Hein, le soft skills, vous êtes des digital natives. Donc, on parlera en conclusion de la valeur ajoutée des communicants sur la question de l'enjeu, selon vous, Valérie. Qu'est-ce qui qui est désormais inscrit dans le marbre? Qu'est-ce qui est juste temporaire et qu'est-ce qui n'a rien changé, selon vous, en termes d'enjeux? Alors, sur les enjeux, je dirais que nous, on souhaite communiquer davantage sur les valeurs de l'engagement qui sont portées par l'entreprise. Mais si on le fait, c'est aussi parce qu'on trouve un écho auprès de la population. Enfin, on voit bien que cette question, la question de la transition écologique, la question de l'engagement chez les jeunes est de plus en plus forte, de plus en plus présente. Donc nous, par exemple, on mène des opérations pour lutter contre le plastique, les déchets plastiques à usage unique. En fait, on s'inscrit dans la feuille de route de la ville de Paris qui souhaite faire de Paris à l'horizon 2024 pour les Jeux Olympiques une ville zéro déchet plastique. Donc on accompagne ce mouvement. Donc on a monté une opération qui s'appelle ici Choisis l'eau de Paris. Donc on constitue un réseau de commerce, de tiers-lieux, que ce soit des cafés, restaurants, mais ça peut être aussi des fleuristes, des pharmaciens, des pharmacies ou d'autres structures. Donc, offre la possibilité aux Parisiens, aux passants, en fait, de remplir leur gourde gratuitement dans leur boutique. Donc, c'est un petit dispositif qui est tout simple, qui s'inspire d'un modèle londonien qui s'appelle Refill London, qui marche très bien. Et on voit en fait que ça remporte un certain intérêt chez les gens. Donc, on fait du porte-à-porte auprès des commerçants qui acceptent de rentrer dans le dispositif. Les jeunes souhaitent en fait se mobiliser autour de cette action qui est toute simple, mais qui permet de lutter contre cette pollution plastique qui est énorme. Il faut savoir que en France, chaque année, il y a 8,9 milliards de litres d'eau qui sont mis en bouteille et consommés, et simplement une bouteille sur deux qui est recyclée. Donc ça représente des millions de bouteilles en plastique en fait, qui créent de la pollution dans les mers et les océans. Donc pour nous, c'est voilà, ce type d'engagement, je pense qu'aujourd'hui, et aussi à l'heure du Covid, mais pas uniquement le Covid, je pense que ça commence à s'inscrire un petit peu dans la population. On souhaite prendre part, je pense, les uns et les autres pour la protection de la planète, tout simplement, et ça peut passer par des petites actions comme celle-là. Je vais apporter un complément et un peu des deux personnes qui sont absentes, donc de Pauline Briand d'Eramet et de sa collègue de l'APEC. Moi, ce qui m'a frappé, je les ai interviewés avant de venir ici, et ça me frappe aussi en vous écoutant tous, j'ai l'impression que le grand événement qui a vraiment changé depuis 2 ans, c'est que le voile est tombé. C'est-à-dire que la com, ça ne peut plus être juste de repeindre des murs. On a parlé de sens, mais on a parlé aussi de manière de faire la communication qui va être plus portée par la preuve, par exemple. Alors, c'est le cas d'Eramet, qui, du coup, cette industrie, qui est une industrie minière, qui a changé complètement de face pendant ces 2 ans. Donc, l'activité de cette entreprise a changé. Et du coup, la directrice de la communication m'a dit que son sujet, c'était de développer une communication plus importante et une communication par la preuve, d'une part, et avec la notion de responsabilité qui est telle qu'elle me l'a décrite, est très intéressante. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'elle n'est pas là pour en parler. Du côté de l'APEC et de Véronique Dubois, qui a une mission de service public avec un plan sur 6 ans qui vient d'arriver, je crois que c'est un peu aussi ce que vous avez, elle m'a dit, en fait, aujourd'hui, on arrive, et dans notre vision de la communication, c'est même au-delà de la communication par la preuve, c'est comment la communication peut être performative, comment la communication, l'action de communication, c'est ce que tu racontais à travers ce que vous avez fait, va, à travers des actes très concrets, donner une couleur sur l'intention et le positionnement d'une marque. Et vous l'avez fait en interne avec votre manière de communiquer, mais je dis que là, je trouve qu'il y a une nouvelle manière de penser la communication qui se met
avec beaucoup moins d'emphase, beaucoup plus d'éléments concrets. Alors peut-être que pour les digital natives, ça a passé par de la data, etc. Et puis pour les gens de ma génération, le fait de garder un lien présentiel va continuer à être essentiel, hein, de garder une communication à hauteur d'homme. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et qu'on peut entendre à travers vos différents témoignages. On a sur les enjeux, on va poursuivre parce que c'est quand même ça qui va nous intéresser et qui va nous permettre de conclure le call. Donc, l'enjeu de sincérité, l'enjeu d'engagement, on l'a dit. Un enjeu RH aussi autour de l'image de marque, la marque employeur, comment on va aller finalement attirer ces futurs communicants qui ont des exigences, on l'a vu, à la fois sur les modes de travail, mais sur le sens, etc. Comment on va attirer ces futurs communicants qui vont porter ces enjeux-là demain? Mais toujours, hein, toujours avec cette question. Alors, du sens, parce que la com a prise sur ce sujet-là, et puis après, toutes les autres actions RH dont on a pu parler, télétravail, etc. Quand on parle de sens et de valeur, on a en tête des nombreux fails, hein, les uns et les autres. Moi, allez, j'en cite un parce que, pour que ce soit très concret, mais quand Intermarché, ça fait déjà très longtemps, donc il y a jurisprudence maintenant, mais quand sur leur page web, ils affichaient leur volonté d'être exemplaires en matière environnementale, et qu'une jeune dessinatrice qui s'appelle toujours Pénélope Bagieux fait une BD en ligne sur les pratiques de pêche en eau profonde d'Intermarché, et qu'elle dit: mais les gars, vos valeurs sur votre site internet, c'est ça. Comment vous pouvez aujourd'hui faire ça? Et c'était documenté, et c'était pas un truc de... Voilà. Et du coup, pour une marque, se faire choper comme ça le doigt dans le pot de confiture, et être mis face à ces contradictions, pour moi, c'est vraiment la pire trahison de la com. Et donc, vis-à-vis des jeunes générations et de l'enjeu d'attractivité qu'il peut y avoir, c'est vraiment le prérequis pour moi de la communication. Il y a une guerre des talents, on le sait, de recruter les meilleurs, c'est ça qui fera que demain l'entreprise sera performante, etc., etc., etc. On les aura plus juste avec des baby-foot et du coca gratos. Oui, bien entendu. Moi, ça me fait penser à une autre anecdote, hein, dans mon domaine. En fait, là, il y a McDo qui a lancé récemment l'eau by McDo, qui est une eau filtrée. Donc, nous, on considère déjà qu'il n'y a pas besoin de filtre pour consommer l'eau. Enfin, l'eau, elle est naturellement bonne quand elle sort du robinet. Et donc, cette eau, ils la vendent à un prix absolument exorbitant, dans des gobelets qui sont plus ou moins en plastique. Enfin, donc, ils ont fait une démarche pour dire, bon, on arrête les bouteilles en plastique, mais on va vous fournir de l'eau, enfin, on va vous mettre à disposition vendre de l'eau, mais à un prix vraiment très élevé. Donc, on ne s'est pas privé de faire notre propre communication autour de ça. Donc, effectivement, moi, je pense que on est quand même dans un monde où on fait beaucoup de greenwashing. Beaucoup d'entreprises quand même essaient de se servir de ces valeurs-là, alors que finalement McDo pourrait très bien dire, nous on aime manger gras, on aime manger sucré, et d'ailleurs ça fait du bien de temps en temps de manger gras et sucré. Enfin, je veux dire, ça pourrait être aussi un credo qui pourrait se justifier, pourquoi pas. En l'occurrence, c'est vrai que moi, à titre personnel, je préfère quand même travailler pour une entreprise qui a du sens, et je pense que les gens qui nous rejoignent, en tout cas dans mon équipe, portent tous ces valeurs-là, et en interne aussi. On fait des plans de mobilisation interne aussi pour qu'on soit exemplaire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement montrer l'exemple aux autres, on souhaite nous-mêmes l'être, donc on organise des événements de type plantation de haies, construction de prairies, etc., toujours sur nos aires d'alimentation de captage, où les salariés vont pour favoriser la biodiversité, enfin pour rendre les choses concrètes. C'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure, la communication par la preuve aussi, par l'action, par des petits gestes ou actions du quotidien. Et en termes d'image de marque, du coup, et d'employabilité, pas d'enjeu pour chez Haute Paris, là, post-Covid?
Alors si, il y en a forcément, d'autant plus qu'on cherche des gens un peu plus spécialisés dans la data, data science, etc. Donc on cherche des profils qui sont plus difficiles à trouver qu'auparavant, d'où une marque employeur en fait à renforcer. Donc ce qui va passer certainement, enfin on va mettre en place par exemple des portraits des métiers un petit peu singuliers de Paris pour arriver à recruter sur des profils qui sont un petit peu plus difficiles à trouver. Bon, je pense qu'au niveau de la communication, effectivement, les profils dans le domaine digital, les bons sont difficiles à trouver. Bon, enfin, on arrive encore à les trouver. Voilà, on espère qu'on continuera à attirer les jeunes et qu'ils auront envie de rester, parce qu'en fait, je crois que c'est un peu ça la problématique des jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils ont envie d'avoir... Oui. Merci. Alors, du coup, on va peut-être aussi demander à Antonin de conclure, parce que la question que je me posais, je ne sais pas si tu auras demain dans une agence ou dans une direction de la communication, mais quels sont tes désirs? Comment tu vois ton métier demain? Quels sont les enjeux là, qui te paraissent critiques, hein, auxquels tu te sens peut-être déjà confronté et auxquels tu as peut-être déjà des idées? Ce serait incroyable de réponses. Merci. Je vais juste commencer par ajouter un truc que tu disais, c'est que effectivement aujourd'hui chaque entreprise a son propre sens et s'en inventer un, c'est pas pertinent du tout. Au contraire, ça dessert. Et d'ailleurs, peut-être parce que je fais partie de la génération qui est née avec un téléphone dans la main, mais aujourd'hui, des valeurs qui sont visibles sur un site internet, personnellement, la nouvelle génération elle se rend très vite compte en 2-3 recherches sur Google si elles sont avérées, si elles sont sincères et si derrière il y a de l'action. Alors, juste pour compléter ce que tu dis, j'ai fait un exercice, moi, il n'y a pas très longtemps, avec des étudiants, où on a recensé toutes les valeurs de toutes les entreprises du CAC 40 telles qu'elles étaient affichées sur leur site web. Avec 10 mots, on couvre 80% des valeurs affichées sur les sites web des entreprises du CAC 40. Voilà, je suis pas du tout étonné. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais je suis pas du tout étonné, et étant étudiant qui aime voir un maximum de secteurs, de domaines et de culture d'entreprise, je suis amené forcément à changer. J'ai fait le secours catholique, j'étais juste avant en annonceur chez Pierre et Vacances Center Parks. Aujourd'hui, je suis dans une administration et donc forcément, ça m'amène à postuler souvent, à faire face à des histoires d'entreprises. Et effectivement, je te rejoins. En général, on ressent dans 90% des discours marque employeur un bullshit énorme et qu'on peut démonter en 2-3 mouvements quand on fait des recherches sur Google. Et donc, effectivement, là-dessus, il y a un vrai enjeu. Et je le dis ouvertement, pour tout type de structure, à partir du moment où le discours n'est pas sincère et qu'il n'y a pas d'action derrière, aujourd'hui, pour recruter les nouvelles générations, ça ne tiendra pas. Et je le dis ouvertement et je me permets de le dire parce que tous mes collègues d'école ont le même discours. Et donc, je parle plutôt au nom de cette génération. Et donc, je pense que ça rejoint ce côté digital natif. On est dans une course à la digitalisation, on est en pleine transformation. Le numérique, il est dans toutes les actions aujourd'hui. Et donc, quand on fait partie d'une génération née avec le téléphone, on est forcément légitime d'une part. Et aussi, il y a quelque chose que je trouve intéressant. C'est, par exemple, on est prof de maths, on jongle parfaitement avec les chiffres, on est légitime et les gens ont tendance à nous écouter. Nous, on est né avec des téléphones dans les mains et donc on a tendance à nous faire confiance. Et c'est vrai que les personnes, par exemple, au Secours catholique, les personnes âgées qui ne maîtrisaient pas du tout Internet étaient beaucoup plus ouvertes et enclins à écouter une personne comme moi que une personne de leur âge très à l'aise. Ton axe, ta mission principale, c'est bien d'accompagner la digitalisation.
Oui, et en plus, ce qui est marrant, c'est que personnellement, j'ai rencontré ma N+1 seulement 7 mois après mon arrivée, par exemple. Donc, j'ai toujours vécu dans le monde du travail actuel, ou presque, avec enfin, voilà, un présentiel très limité. Je suis arrivé à une semaine d'un confinement. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'enjeux sur comment on les recrute, on recrute les nouvelles générations, mais aussi comment on les garde et comment on les forme une fois qu'ils sont en poste avec la distance, par exemple. Ça s'est très bien passé, mais pour ma part, et je remercie, je ne sais pas si elle est là, je sais qu'elle fait partie de Comment, mon ancienne tutrice, mais ça s'est très bien passé. Pour d'autres, c'est vrai que quand on ne prend pas en compte bah voilà, cette nouvelle partie, ces nouveaux enjeux qui font partie du management, ça ne doit pas être facile, mais il faut les prendre en compte. Et aussi, il y a la confiance, qui est un atout très important, je pense, aujourd'hui. Une fois que les talents sont recrutés, c'est cool, mais il faut les garder. Et j'ai beaucoup d'amis qui, une fois en poste, se disent, mais maintenant, on ne me fait plus confiance. On a tout mis en place pour m'acheter, pour faire en sorte que je vienne chez eux. Et finalement, une fois que je suis en poste, on ne me fait plus du tout confiance. Il faut que je passe la journée avec un rond vert pour dire que je suis en ligne et que je ne suis pas en train de regarder la télé parce que je suis en télétravail. Et donc, il y a aussi cette sphère de confiance qui est très importante. Il faut apprendre à faire confiance. Et je pense que la clé de la réussite, et je finirai là-dessus, aujourd'hui, pour aller dans le bon sens et poursuivre cette transformation, c'est cette cohabitation intergénérationnelle. Le fait que nous, on arrive avec un peu de naïveté, beaucoup d'idées, beaucoup de motivation, et aussi cette aisance sur le digital. Et à côté de ça, on a des personnes très expérimentées qui ont une vraie vision, qui connaissent les rouages. Et donc là, pour moi, je pense que ce n'est pas l'un sans l'autre, ce n'est pas ma génération qui va permettre cette transformation-là. Non, pas du tout. Mais c'est une cohabitation intelligente et des dialogues, des débats, mais toujours avec une ouverture d'esprit qui permet d'avancer dans le bon sens. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une jolie conclusion, sachant qu'on a voulu axer ça sur l'intergénérationnel. Voilà, je trouve que merci Antonin pour ce témoignage-là. Une conclusion peut-être donnée à nos invités avant de donner la parole à Comment pour finaliser ce talk. Un mot pour conclure, Bertrand et Valérie? Non, je serais content d'avoir entendu la lucidité des étudiants qui savent identifier ce que moi j'appelle les valeurs en plastique dont on parlait tout à l'heure. Et donc, la conclusion, elle est là. Il y a une phrase de Warren Buffett qui disait c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot. Voilà, si on met ça en perspective avec la notion de sens et de valeur et de fausses valeurs, de simulacres de valeurs dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est intéressant à réfléchir. Moi, je trouve rassurant d'entendre Antonin. Enfin, j'ai l'impression que les relations dans le travail sont en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même rapport de force de l'employeur vis-à-vis de l'employé qui est comme une carpette et qui n'ose rien dire. Enfin, au contraire, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils attendent, évidemment, ils attendent effectivement que leur activité leur apporte du sens. Ils attendent une bonne relation avec leur manager, effectivement de la confiance. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'on peut construire une relation dans la durée et qui soit plus équitable, plus égalitaire et profitable à tous. Et je pense que cette nouvelle génération va bousculer la génération d'avant. Avec des vraies convictions, on l'a vu. Ouais, donc, sans vouloir amener les choses à la maison dans la conversation, c'est vrai que ce dont on parle, c'est de créer un dialogue
une relation égalitaire, une relation de confiance, comme tu l'as dit, une relation inclusive, utile, et aussi de laisser, on parlait de sérendipité tout à l'heure, hein, de rencontres inopinées, de laisser tous ces interstices qui vont permettre à la créativité d'exister. Et donc, on est sans doute à un moment où l'écoute va devenir peut-être plus importante que la prise de parole. Néanmoins, je crois que c'est à Eva de conclure. Eva, et donc merci à tous pour votre présence et participation. Bah, justement, oui, j'allais vous remercier pour votre présence, votre participation, à vous 5 aussi d'être venus et d'avoir témoigné sur vos parcours et vos réflexions. Je tenais voilà, juste à dire quelques mots sur nos futurs événements que vous allez trouver sur notre agenda sur le site comment.fr où vous allez pouvoir vous inscrire. Je ne vais pas vous tous les détailler comme je fais habituellement, juste celui de cette semaine, vendredi. C'est l'axe diversité, parité, inclusion qui souhaite vous éclairer sur justement la place et la représentation du handicap dans les publicités de marque grâce à l'étude Kantar. Donc, rejoignez-nous sur Zoom. Cette fois-ci, il ne sera pas hybride, donc peut-être pas de problème de son. Mais voilà, on vous invite à nous rejoindre vendredi à 9 h. Merci beaucoup. Géraldine, plus de questions en ligne? Non, pas du tout. Et vous avez